RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF Les enfants du jour J, nous donnons la parole au dernier témoin normand. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance ou leur adolescence marquée par la guerre. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'Andrée Auvray. Le 6 juin 1944, elle avait 17 ans. Jeune mariée, elle attendait son premier enfant. Elle vivait dans une ferme près de Sainte-Mère-Église, la ville libérée par les parachutistes américains. Andrée nous raconte cette fameuse nuit du parachutage et l'accueil de 120 réfugiés dans leur maison, une époque marquée par une grande fraternité. Les enfants du jour J, un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Avant la fameuse nuit du 6 juin 1944, une autre nuit est restée gravée dans la mémoire d'Andrée. Elle se souvient de la nuit du 4 au 5 mars 1944, lorsqu'elle s'est retrouvée nez à nez avec le général Rommel. La maison n'a pas été occupée pendant la guerre parce que c'était un peu retiré. Et les Allemands l'avaient pas repérée. Elle est au bout d'une avenue, on la voit pas beaucoup. Et donc, ils n'avaient pas repéré la maison. Si bien que j'étais bien tranquille, on n'avait pas d'Allemands à la maison. Mais dans la nuit du 5 au 6 mars 44, il y a un Allemand qui a frappé à la porte de la maison, qui m'a dit, Madame, il parlait très bien français, ordre de réquisition. J'ai dit, mais monsieur, montez pas là-haut, toutes les pièces sont occupées. Alors, il a ouvert la porte de la cuisine, la porte de la salle à manger, et puis il m'a dit, bon, mon mari était descendu avec moi, vous allez prendre des chaises de la salle à manger, parce qu'on avait une grande cuisine de ferme, on avait 6 employés de personnel, alors, on avait une grande table, vous savez, comme il y a dans les fermes, des grandes tables avec des bancs, et une table ronde au milieu. Ils ont poussé la table ronde, il nous a fait mettre, parce qu'il était tout seul, la grande table dans le milieu de la pièce, il a été chercher les chaises de la salle à manger, et puis il nous dit, vous remontez dans vos chambres, et interdiction d'ouvrir les fenêtres, et d'en sortir avant qu'on vous en donne la permission. On est remonté, mon mari me dit, je sais pas ce qui nous arrive, mais franchement, pourquoi qu'il y a tout ça? Et puis, tout d'un coup, on a entendu des pas dans l'escalier, et l'escalier donnait au haut, c'était la première porte, c'était ma chambre. J'entends des coups jour, et je me trouve nez à nez avec un officier, grande casquette, grande cape. Oh, madame, pardon, mes officiers sont pas ici. J'ai dit non, monsieur, ils sont en bas, et on s'est pas eu le temps de dire grand-chose. Ceux qui étaient en bas avaient entendu des pas, ils sont sortis, et excusez-moi, il est reparti, donc on a resté tranquillement la nuit à attendre. On a entendu des voitures arriver. On avait une avenue, alors c'était pratique pour eux, ça cachait les voitures, hein, parce qu'en 44, il y avait beaucoup d'attentats par la résistance, hein. Ils visaient les maisons, il y avait des Allemands, il y avait beaucoup. Et là, il n'y avait pas d'Allemands, donc ils étaient tranquilles, si vous voulez. Ça s'est passé la nuit tranquille, puis les voitures sont parties. Et le lendemain matin, à 9h du matin, on voit plein de camions allemands arriver dans la cour. Je dis à mon mari, qu'est-ce qui nous arrive? On a compris pourquoi. Après, il avait choisi notre maison pour Rommel s'en aller en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Je l'ai appris après pour l'anniversaire. Et donc, il voulait donner des ordres à tous ces commandants qui étaient dans le secteur parce que lui, Hitler croyait que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, mais Rommel était convaincu que c'était en Normandie. Hein. Alors, il voulait donner des instructions à ses officiers, ça je l'ai appris par l'histoire. Et donc, il a réuni tous ces gens pour faire un staff, mais c'est que malheureusement, ils ont trouvé la maison à leur goût, et puis le lendemain matin, ordre de réquisition, ils ont donné ordre aux locataires que j'avais de déménager, ils les ont relogés à Sainte-Mère, et eux, ils ont pris toute la maison. Ils m'ont laissé la cuisine et une chambre. Ma salle à manger, on n'y entrait qu'avec des patins, qui avaient un très beau plancher, où j'avais tout ce que j'avais de bien. J'ai pas pu rentrer du jour où ils sont arrivés. J'ai quand même obtenu, j'ai été le trouver, je dis, monsieur, j'attends un enfant pour le mois de mai, il me faut une chambre de plus, hein, monsieur, j'ai besoin. Alors, et ils m'ont laissé quand même la salle de bain et une chambre en supplémentaire. Et donc,
ça c'était à partir du 5 mars 44. Tout d'un coup, il est arrivé derrière la maison tout un bataillon de soldats. Et on a vu quand on les a vus que c'était des Géorgiens. Ils avaient le faciès asiatique, vous savez, on les reconnaissait bien, les Géorgiens. Et c'était des soldats russes qu'ils avaient fait prisonniers et qu'on préférait s'engager dans l'armée allemande. J'ai compris après qu'ils ont préféré s'engager dans l'armée allemande que d'aller sous Staline, c'était très dur, hein. Il y avait c'était très dur en Russie à cette époque-là, comme ça l'est maintenant d'ailleurs. Et si bien que on avait tous ces soldats, et c'est pour ça qu'ils s'est installé à la maison, parce qu'il fallait les surveiller quand même. Commence alors pour André et son mari une cohabitation de 3 mois avec l'occupant allemand. Au fait, il y avait 2 sortes d'Allemands. Il y avait les Allemands qui faisaient leur service, de soldats comme les nôtres, hein, et il y avait les nazis. Hein. C'était des gens qui avaient un comportement tout à fait différent. Et donc, nous, on a eu la chance de tomber sur un Allemand correct. Hein. Il a été très correct, j'ai pas eu de souci avec lui, il était très calme. Il avait un lieutenant qui était un SS, et lui, alors là, qui logeait dans les chambres qu'ils avaient réquisitionnées, et un jour, j'entends du bruit, il était entré à cheval dans le couloir pour appeler les ordonnances. C'était la saison, c'était au mois de mai, donc je tricotais l'après-midi ma layette pour le gamin dans une chaise longue. Si je me levais et prenais ma chaise longue, mon mari bouillait, il me dit ça va mal faire. Alors j'ai décidé, j'ai été trouver le capitaine, je lui ai dit monsieur, ça peut pas durer, vous avez un lieutenant qui est incorrect. Oh, mais madame, vous faites bien de me le dire. Le lendemain, il était plus là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait 2 sortes d'Allemands, vraiment. Et il a été très correct. Au point de petite histoire, il me dit un jour, madame, il me frappe à la porte de la cuisine, il me dit, madame, j'aurais bien aimé goûter parce on trayait des vaches, je voudrais bien goûter du lait normand. Est-ce que vous pouvez j'ai dit non, parce que je ne vais pas vous en vendre, mais si vous voulez, on vous mettra un petit pot de lait pour vous tous les jours, hein. Eh bien, à la place, il avait mis un petit seau de charbon, vous voyez. C'était vraiment, on avait des bons rapports avec ce soldat allemand. Et le mercredi avant le débarquement, il vient et frappe à la porte de la cuisine. Il me dit, madame, je dois vous réquisitionner des chevaux et des voitures. Je dis, ah bon? Oui. Et entre tout bas, débarquement Cherbourg. Nous devons partir tout de suite dans la Hague. Et ça a été la chance du débarquement. Parce qu'imaginez tout ce régiment d'Allemands. Et le commandant à la maison, quand j'ai eu 3 paras qui ont tombé dans l'avenue la nuit du débarquement, et si bien qu'à Sainte-Mère, qu'est-ce qui restait? La troupe d'occupation, c'est tout. Toute la troupe était partie auprès de Cherbourg. Enfin bon, si bien que la nuit du débarquement, donc on n'avait plus d'Allemands à la maison. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, Sainte-Mère-Église entre dans l'histoire. À partir d'1h du matin, la ville voit des parachutistes pleuvoir sur le bourg et ses alentours. La nuit du parachutage, mon mari me dit, on descend dans la tranchée, parce que cette fois, c'est le débarquement, hein, c'est sûr. Alors, et tout d'un coup, on entend les chiens aboyer. On sort, on se dit, tiens, c'est peut-être les Allemands qui reviennent. Oh ben mince alors. Et on voit 3 soldats, comme ça, courbés avec leurs baïonnettes en avant, qui avaient été parachutés dans notre champ. On a levé les bras aussitôt pour voir, j'ai signe qu'on était des civils, soldats, qui nous disent. Oh, j'ai dit à mon mari, c'est les Tommy. Je pensais que c'était, nous on appelait les Anglais les Tommy. On chantait devant les Allemands, bonjour Tommy, te voilà. Donc en France, ils comprenaient pas ce que ça voulait dire, mais les Tommy, c'était les Anglais qu'on attendait. Nous, on n'attendait pas les Américains. Mais j'ai vu leur blason. Je dis, c'est pas des Anglais, ce sont des Américains. Alors, le soldat, je dis non, il n'y a pas de soldats. Mais on voyait encore des parachutistes qui descendaient. Alors, on leur a montré où passer par un champ pour rejoindre Sainte-Mère au plus vite. On leur a montré parce qu'on avait un champ et on savait qu'il y avait un champ où dans le fossé, les Allemands avaient mis des mines. Parce qu'on avait un cheval qui avait sauté sur une mine, là. Et donc, on voulait pas qu'ils passent par ce champ et qu'ils se mettent dans le fossé, hein. Donc, mon mari les a emmenés jusqu'à la route nationale pour qu'ils gagnent la place. Et donc, tout ça s'est bien passé la nuit. Après, ça a été calme. Et puis, tout d'un coup, à 8h du matin, on a vu arriver une foule de gens
qui étaient à pied avec des couvertures, avec un tas de choses, leurs bagages. Et c'était les Américains qui avaient donné l'ordre aux civils de se mettre à l'abri en campagne, parce qu'il y avait encore les Allemands dans le clocher qui tiraient. Toutes les maisons, on a eu quand même 65 morts civils par les éclats d'obus qui étaient tirés des échanges entre les Américains et les Allemands qui étaient dans le clocher. Si bien que ils avaient donné l'ordre à tous de se mettre à l'abri en campagne. Donc moi j'étais bien connu, mes parents tenaient le commerce ici. Et on a eu la chance parce que mon oncle était boulanger, et lui, quand il a su qu'il fallait partir, il avait fait sa fournée de pain à 4h30 du matin. Il a pris un grand sac, il a mis tout le pain qu'il avait cuit dedans, il a pris une brouette, et il est arrivé chez nous avec la brouette et le pain. Ça nous a permis heureusement, les bêtes étaient dehors à l'époque, les chevaux étaient dans les champs, les vaches aussi, et si bien que mon mari a mis les écuries étaient toutes propres puisqu'elles avaient été nettoyées après le départ des bêtes, et si bien qu'il a mis de la paille dans toutes les écuries et les étables, et les gens avaient leur couverture, et tout le monde couchait comme ça. Alors aussitôt, nous, on avait des jambons vraiment cultivateurs, on élevait des cochons, on tuait des cochons, on avait un charcutier qui venait faire avec nous, toutes les saucisses, parce qu'on nourrissait le personnel, alors si bien qu'on avait toujours du ravitaillement. On a décroché les jambons de la cheminée, on a pris une lessiveuse et 3 trépieds dans la cheminée, et on a fait de la soupe, et on a nourri pendant 1 mois 120 personnes. Heureusement, mon mari élevait des moutons. On avait un troupeau de moutons, et on avait un boucher, alors on a tué un mouton, on a fait manger à tout le monde, et on avait des grands jardins, on avait du lait, on avait des œufs, on avait tout ce qu'il fallait pour nourrir les gens. Et on a nourri pendant 1 mois 120 personnes. Andrée n'était pas au bout de ses surprises. Bénévole de la Croix-Rouge, elle sera très sollicitée pendant ce mois de juin 1944. On était l'arrière du front, nous, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Une Croix-Rouge. Dans le champ à côté de la ferme, les Américains ont aménagé un hôpital de campagne. Alors, tout d'un coup, la Croix-Rouge est arrivée, on m'a amené une petite jeune fille de 13 ans qui avait eu un éclat d'obus dans les poumons, qui était vraiment pas bien, et sa mère avait été tuée à côté d'elle, mais on était l'arrière du front, si vous voulez, on nous amenait les blessés à soigner. Les gens depuis qu'on lui arrivait, l'église était pleine de gens, de blessés. Les médecins américains s'occupaient aussi bien des civils, mais moi, par contre, ils gardaient que les militaires dans l'hôpital de campagne qu'ils avaient institué, mais ils m'envoyaient tous les civils à la maison, si bien que quand j'accouchais, j'avais plus de lit. Parce qu'il y a une dame qui a accouché 3 jours avant moi. Moi, prévoyant qu'il pouvait arriver quelque chose à la maison, que la maison pouvait brûler, j'avais toutes les nuits, j'allais dormir assise dans la tranchée. On avait une tranchée, on pouvait une 15aine de personnes. Mon mari avait mis un matelas de plumes pour que ce soit plus confortable pour moi dans le fond. Et j'allais avec ma valise de layette, si jamais la maison brûle, que j'ai du linge pour le bébé. Et donc, ma layette, elle a servi à un autre gamin, une partie de ma layette. Alors, j'ai déchiré des vieux draps, on a fait des couches pour les bébés, parce que dans les réfugiés, il y avait au moins 12 gamins qui avaient moins d'1 an. Alors, vous voyez. Pendant la guerre, on n'avait pas de savon, donc on faisait de la lessive à la cendre. On avait une dame qui s'occupait de ça, qui était la lavandière du village, et elle allait le faire en ferme en ferme. Alors on avait dans la laverie où on avait un espèce de fourneau en pierre qui pour chauffer l'eau, pour les bidons, pour laver les bidons, pour l'eau, les lessives et tout ça. Et donc quand un jour on a été les enfants, il y avait beaucoup d'enfants, il fallait les laver les couches. Donc on était 6 personnes en train de frotter nos couches pour les mettre à bouillir. Et il y a un Américain qui s'en allait rejoindre l'hôpital, un Américain qui était en forme mais qui faisait partie du personnel de l'hôpital, qui tout d'un coup nous a fait signe, comme ça voulait dire couchez-vous, mettez-vous à l'abri. Il avait entendu un obus siffler, parce que ça faisait des sifflements quand ils arrivaient, et l'obus a traversé le toit du garage,
il a tombé dans mon baril de lessive, il n'a pas été au bout, il n'a pas explosé. Alors ça a été vraiment une chance. Hein. Alors aussitôt, ils ont fermé la porte et les démineurs sont venus. Ça, c'était le vendredi après le parachutage. Je dis, on a eu beaucoup de chance. Hein. C'est dans ces conditions très particulières qu'André met au monde son premier enfant le 19 juin. Le quotidien de ces 120 personnes habitant à la ferme est marqué par beaucoup d'entraide. Ah ben, tout le monde y mettait la main, heureusement, hein, parce que moi j'étais mobilisée pour les blessés, pour soigner les blessés que j'avais à la maison. Mais j'avais ma mère, j'avais ma tante, j'avais mon père qui savait faire la cuisine bien, le boucher, tout le monde y mettait la main. On faisait, alors c'était marrant parce que je me souviens encore, le café, on faisait des cruches de café pour... Alors, une cruche pour 35, parce qu'il y en avait 35 dans on appelle le moulin où il y avait des locaux vides, et une pour 40 personnes. Ils faisaient des plats pour... Il y avait beaucoup d'entraide. Hein. Puis on avait des grands jardins, on avait des œufs, on bouillait du lait dans un pot-au-feu, et c'était l'entraide. Hein. Et puis, à cette époque-là, vous savez, on aurait tout donné. Il y avait que la vie qui comptait. On était sains et saufs, on avait une chance sur beaucoup. Parce que quand on apprenait que tous les morts de Sainte-Mère par les éclats d'obus, j'ai perdu beaucoup d'amis, il y a eu beaucoup de civils tués. Moi, j'ai une amie qui a été tuée à Safnette par un éclat d'obus parce qu'elle ovationnait les Américains qui arrivaient. Et un obus est arrivé, il a explosé sur la chaussée, des éclats. Elle a reçu un éclat et les tué. Hein. C'était une époque difficile à vivre. Hein. Fallait tenir le moral. Et d'ailleurs, ça m'amuse parce que mon mari, il me dit, attends, on va arroser les cruches de café, faut maintenir le moral des troupes. Il mettait un petit peu de calva dans le café, que c'était du café fait avec des fèvettes et de l'orge. Hein. On n'avait pas de café. Et pendant la guerre, on ne trouvait pas de café. Quand on en recevait, c'était des gens du Nord qui nous envoyaient, nous renvoyaient du beurre. C'était l'échange. Hein. Ça nous a appris, je crois, beaucoup à partager et à penser aux autres. Hein. Quand les paras sont arrivés, pour nous, c'était la délivrance. On attendait les Anglais, mais que ce soit des Américains, ça n'avait pas d'importance. Et c'était la délivrance, on les a ovationnés. D'ailleurs, ils ont été très, très surpris, les Américains, de l'accueil des Français. On leur avait fait un triste tableau des Français, que c'était des collaborateurs, que fallait se méfier, parce que c'était des collaborateurs. Et c'est un officier qui m'a raconté ça après. Il m'a dit, on a été surpris de l'accueil qu'on a eu, parce qu'ils ont trouvé les gens prêts à les aider pour tout. Hein. On a enterré les morts, les hommes enterraient les morts. Enfin, on était vraiment très, très coopératifs, si vous voulez. Pour nous, c'était tellement une chance. Oui, c'était vraiment très... Quand on les a vus arriver, franchement, on a un rapport avec les Américains qui est vraiment extraordinaire. Hein, oui. Et ce qui fait, je crois, notre rapport avec les Américains, pour eux, Sainte-Mère, c'est leur victoire. Hein. Moi, j'ai un Américain qui m'a dit, c'est la Mecque des paras. La 82e, si on veut récompenser un militaire qui a fait un exploit ou quelque chose, c'est de lui dire, tu seras du parachutage à Sainte-Mère au 6 juin. Pour eux, c'est leur page de gloire, quoi. Cette histoire, André a mis du temps avant de la partager à ses enfants. Il a fallu le tournage du film Le jour le plus long en août 1961 à Sainte-Mère-Église pour qu'elle commence à partager ses souvenirs. Mais mes enfants, je n'en ai jamais parlé. Vous savez, c'est un peu la réaction. Et mon père ne parlait pas de la guerre non plus. Vous savez, on voulait effacer un peu tout ça. Hein. Et les enfants, j'ai commencé à parler quand moi, on m'a questionné et que
« Oh maman, tu nous as jamais raconté ça !» Mais non, on passait à autre chose. Hein. C'était une époque qu'on voulait oublier. Hein. C'est vrai, toutes les choses pénibles comme ça. Il a fallu que le jour le plus long, où là, tout a été remis en cause. Mon dernier fils avait 11 mois quand ils ont tourné, et on ne pouvait pas dormir à Sainte-Mère. Hein. Nous, on restait la librairie, je tenais la librairie avec maman à l'époque, et mon fils aîné n'avait que 15 ans quand ils ont tourné le film. Il a d'ailleurs tourné dans le film, il a fait la séquence où les gens vont avec les seaux pour éteindre le feu. Bon, bah oui, puis ça payait bien. Il touchait 200 francs à l'époque pour aller faire la queue pour porter les seaux. C'était intéressant quand on a 15 ans. Ah oui, mais bon, les enfants pouvaient pas dormir. C'était les avions passés, les tirs tirés. Ils refaisaient les séquences de la nuit du 6 juin. Alors c'était infernal. Nous on restait, je vous dis, ouverts jusqu'à minuit parce qu'il y avait plein de gens qui venaient de partout pour voir le tournage. Âgé aujourd'hui de 97 ans, André Auvray continue de témoigner régulièrement, notamment auprès des enfants. C'est très très important de parler avec les enfants, leur faire comprendre le bonheur qu'ils ont actuellement de vivre leur adolescence en liberté. Que nous, hein, on avait le couvre-feu, on avait la peur. Quand on allait en ville, c'était la sirène qui sonnait, il fallait bien vite aller aux abris parce qu'il y avait des avions qui venaient. Mais par contre, à notre génération, ça nous a appris l'entraide, beaucoup. On avait tous des filleuls de guerre. Tous nos fournisseurs parisiens ou dans les endroits où vous n'avez pas de ravitaillement dans les villes nous donnaient des filleuls. Voulez-vous prendre un filleul de chez nous? Et on envoyait des colis, on envoyait du beurre, on cuisait des rôtis de lard, on leur envoyait ça bien enveloppé dans du papier alu par la poste. C'était l'entraide. On avait de la famille à Paris et quand on allait à Paris, à cette époque-là, mon mari il y avait quand même des concours. Mon mari, on fallait toujours avoir un chapeau, hein. On sortait pas, c'était pas bien si on n'avait pas un chapeau. Et donc, j'avais une valise à chapeau, mais il n'y avait pas de chapeau dans ma valise, c'était un jambon. Parce qu'il fallait le passer, parce que quand on descendait du train, il y avait la Gestapo qui était là, et qui faisait ouvrir les valises. Alors, je disais à mon mari, tu tâches de faire une petite bêtise ou de leur poser une question ou d'essayer de les aborder. Moi, je passe avec la valise pendant ce temps. On mettait du beurre enveloppé dans du papier alu dans nos chemises de nuit s'ils ouvraient la valise pour essayer qu'ils ne les trouvent pas. Enfin, c'était une époque où il y avait beaucoup d'entraide, quoi. Ça nous a appris un peu à partager, ça nous a appris, pour notre génération, sûr que ça nous a appris à vivre. Hein. Ça a changé nos vies, quoi. Ça a changé nos vies. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo. À retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.